je m'apprêtais à vous conseiller très fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous conseiller de visiter cette exposition Migration, une odyssée humaine, puisque vous le verrez, c'est ce que je vais dire en propos liminaire, vous le verrez dans cette exposition, les migrations, qu'elles soient humaines, animales ou végétales, ont toujours été motivées par la quête de nouvelles conditions de vie et par la capacité d'adaptation au changement de l'environnement. Et donc aujourd'hui, tenir ce débat migration et climat, quel défi pour demain, était particulièrement important puisque l'accélération du dérèglement climatique bouleverse les équilibres que nous connaissions jusqu'à présent et ainsi impose de nouvelles réalités. Juste pour vous donner quelques chiffres, et puis je présenterai ensuite nos intervenantes, dans un rapport qui a été publié en novembre 2024, donc là tout récemment par l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, à l'occasion de la COP29 qui vient de se terminer en Azerbaïdjan, ce rapport indique que les catastrophes liées aux conditions météorologiques ont forcé quelques 220 millions de personnes à fuir de leur pays au cours de la décennie écoulée. Et à l'horizon 2050, un autre chiffre que je vous donne cette fois-ci qui nous vient d'Oxfam France, on estime qu'à l'horizon 2050, on arrivera à 1,2 milliard de déplacés climatiques potentiels. C'est quelques chiffres que je vous donne pour que nous les ayons en tête. Et je vous présente tout de suite nos trois intervenantes qui parleront de ces sujets-là, migration et climat, quel défi pour demain. À ma droite, Frédéric Schluss. Bonsoir, vous êtes anthropologue et professeur au Muséum national d'histoire naturelle, donc ici. Vos recherches portent sur les relations entre humains et environnement, et plus spécifiquement sur les milieux marins et côtiers, dans une perspective d'anthropologie sociale et culturelle. Vos travaux menés concernent les savoir-faire, les représentations sociales de l'environnement et également les formes de gouvernance des espaces naturels, incluant toutes les parties prenantes. À votre droite, Cécile Duflot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale d'Oxfam France depuis le mois de juin 2018. Oxfam France, je le rappelle, est une organisation de solidarité internationale qui mobilise le pouvoir citoyen contre les inégalités et la pauvreté depuis 30 ans, en agissant à la fois sur les causes profondes et les conséquences directes de celles-ci. Auparavant, de 2006 à 2012, vous étiez secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, puis vous devenez en 2012 ministre de l'égalité des territoires et du logement, jusqu'en 2014, et puis jusqu'en juin 2017, vous étiez députée de la 6e circonscription de Paris. Sophie Sopa, tout au bout de ce panel. Bonsoir Sophie. Vous êtes directrice de recherche CEA au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous êtes chimiste de l'atmosphère. Vous avez coordonné un chapitre sur les composés chimiques à courte durée de la vie agissant sur le climat dans le rapport du GIEC. Dans ce chapitre qui évalue les connaissances des bases physiques du changement climatique. Vous avez participé également à la rédaction du résumé pour décideurs de ce rapport du GIEC dont je viens de parler et à son approbation par les gouvernements, ainsi qu'au rapport de synthèse. Vous avez aussi participé à la rédaction du rapport de synthèse du 6e exercice d'évaluation du GIEC qui était paru en mars 2023. Je précise que cette rencontre est filmée et sera retransmise sur YouTube sur la chaîne du Musée de l'Homme, la chaîne YouTube du Musée de l'Homme. Et je précise aussi que cette rencontre est en fait interactive. À quelques instants de cette rencontre, vous aurez des petites questions qui vous seront posées. Et donc les ardoises qui vous ont été distribuées à l'accueil vous serviront à répondre à ces questions qui sont posées. Vous pouvez aussi utiliser l'autre face de l'ardoise pour noter les questions que vous vous posez et nous vous donnerons la parole à la fin de cette rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de cette ardoise comme double usage, un usage pour répondre à notre question et un autre usage pour noter les interrogations qui vous viennent si jamais on n'y a pas répondu au cours de cette rencontre. Et donc je propose d'avoir pour cette rencontre un moment en 3 temps, peut-être prendre ce premier temps, le temps de la définition, le temps de la contextualisation. Et je me tourne vers vous, Sophie Sopa, pour parler des changements climatiques. En fait, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle de dérèglement climatique, de changement climatique? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet pour qu'on nous le définisse?
Alors effectivement, le changement climatique, on en entend souvent parler, surtout là, pendant les COP, uniquement au travers du réchauffement de la température de surface, donc ce réchauffement qui est de 1,2 degré pour la dernière décennie, qui n'est qu'une des conséquences. En pratique, ce réchauffement, il affecte l'ensemble du système climatique, avec des conséquences dont on sait aujourd'hui combien elles sont graves et généralisées à partir de toutes les observations que l'on peut avoir. Parmi ces conséquences, celles qui nous sont le plus immédiatement sensibles, ce sont les extrêmes climatiques. Donc ça va être les vagues de chaleur, les périodes de sécheresse ou les très fortes précipitations, comme on a malheureusement vu en Espagne très, très, très récemment. Et puis il y a des changements de fond plus lents, comme la montée du niveau des mers, la perte du monde gelé de notre planète, qui eux aussi ont des conséquences sur nous humains, même si elles se passent de manière plus lente. Alors je dis sur nous humains, mais il y a en fait sur l'ensemble du vivant. On parlera peu, j'imagine, aujourd'hui des migrations du vivant, mais c'est quand même plus de la moitié des espèces qui aujourd'hui ont migré à cause du déplacement des conditions de température. Pour nous, humains, il y a cette problématique des événements extrêmes qui déjà génèrent une mortalité, génèrent aussi des feux qui sont eux-mêmes extrêmes et qui entraînent aussi des déplacements. Mais il y a aussi des changements plus de fond sur la santé, la migration, finalement aussi d'espèces qui vont permettre à certaines maladies qui sont transportées par exemple par les tiques ou les moustiques de venir aussi sur des territoires sur lesquels ces maladies étaient jusqu'à présent absents. Et puis des impacts aussi sur la santé qui sont liés à ce dont on va discuter aujourd'hui, qui sont liés au fait pour les personnes d'être déplacées, de potentiellement perdre leur habitat, perdre des proches, et quand bien même elles réintègrent ensuite leur zone d'habitation, elles ont des problèmes de stress post-traumatique qui peuvent les affecter toute la vie. Donc ça, c'est pour les conséquences physiques et derrière en cascade qu'on peut observer du changement climatique. Sur les causes, on les connaît, les causes c'est en intégralité lié à nos modes de production d'énergie, de l'alimentation et à nos modes de consommation. Donc en premier lieu, l'usage des énergies fossiles, et puis des grandes inégalités quand même dans ces causes et dans l'usage qu'on fait notamment des énergies fossiles. Je pense qu'on reviendra beaucoup sur les inégalités à la fois en termes de causes et en termes de conséquences du réchauffement climatique. Donc juste pour faire le lien avec ces migrations, donc on a des déplacements, comme on l'a évoqué, qui vont être liés par exemple aux événements extrêmes, en premier lieu les tempêtes, les inondations, qui vont tout de suite induire des déplacements de population. Ensuite, pour ce qui est de migration de plus long terme, le climat est en général un facteur aggravant d'autres problèmes socio-économiques. Ce n'est pas la première cause de migration, les changements climatiques, même si évidemment on verra que dans certaines zones, en particulier les petites îles, c'est évidemment une pression qui est cruciale et pour les zones côtières. Donc il y a des effets qui vont être très directs, par exemple de perte de terre liés à la montée du niveau des mers. Et puis il y a des effets indirects de perte des moyens de subsistance, par exemple le fait de plus avoir d'accès à une eau potable en conséquence du réchauffement climatique, ou plus de moyens de mener une agriculture de proximité dans certaines régions du monde, qui là aussi vont venir en facteur aggravant d'autres problèmes socio-économiques et qui vont générer des migrations. Merci beaucoup. Justement, on pourra y revenir un petit peu plus tard sur ces aspects-là. Frédéric, je me tourne vers vous en fait maintenant pour essayer de parler des migrations, de faire un état des lieux des migrations humaines. Je sais que vous vouliez commencer, quand on a préparé cette rencontre, par donner des chiffres. Et si vous me l'autorisez, j'aimerais poser la question en fait, au public et avoir ce premier aspect un petit peu interactif sur les chiffres des migrations. Donc il va y avoir deux questions à la suite. Je vous pose la première question, puis je vais vous apporter une précision aussi. Première question donc, selon l'ONU, quel est le pourcentage total de migrants dans le monde? Et la petite précision que j'aimerais vous apporter, c'est la définition de migrants selon l'ONU.
parce qu'elle est assez précise. Donc le terme de migrant international recouvre toute personne se trouvant à l'extérieur de l'État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté, ou, dans le cas des apatrides, de son pays de naissance ou de résidence habituelle. Ce terme englobe donc les personnes qui envisagent de migrer à titre permanent ou temporaire, celles qui migrent de manière régulière ou munies des documents requis, ainsi que les migrants en situation irrégulière. Donc voilà, en fait, pour vous donner cette définition très large, finalement, de ce que l'on entend par le terme de migrant dans cette définition de l'ONU. Et donc, si vous êtes prêts, je vous invite à noter soit la réponse A, B, C ou D sur votre ardoise. Réponse A, donc 3,6% de la population mondiale, soit 281 millions de personnes. Réponse D, B, 5,3% de la population mondiale, soit 424 millions de personnes. Réponse C, 10,2% de la population mondiale, soit 816 millions de personnes. Ou réponse D, 12,4% de la population mondiale, soit 992 millions de personnes. Alors, je vous invite à lever bien haut vos ardoises. C'est intéressant. On a quelques A, je vois beaucoup de C, beaucoup de D aussi, quelques B. C ou D, voilà, je vois. C'est majoritairement C qu'on voit apparaître. A levé, B levé. Pour comparer. Peut-être pour la prochaine question, on va procéder comme ça. Et je vous donne la réponse. C'était la réponse A. 3,6% de personnes de la population mondiale est une population que l'on considère comme une population migrante. Je ne sais pas, Frédéric, si vous voulez enchaîner là-dessus ou si la prochaine question, c'est sur les déplacés de force. Alors, qu'est-ce que... Non, mais je vais peut-être commencer. Alors, très bien. Pourquoi les chiffres? Les chiffres, ils sont importants parce qu'ils permettent de remettre en perspective un certain nombre d'éléments, d'aller contre des idées préconçues. On nous parle de... Alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. D'invasion, de grands remplacements, etc. Et en fait, les chiffres sont assez faibles. 3,6 personnes qui migrent. Et c'est un taux qui est très stable depuis plusieurs décennies. Il n'y a pas eu énormément de changements dans l'ensemble des sondages qui ont été faits, pas des sondages, mais l'ensemble des études qui ont été faites sur ces migrations. Donc ça, c'est un élément quand même qui est important, c'est remettre les choses dans son contexte et bien concevoir qu'effectivement, depuis plusieurs décennies, ce chiffre est stable et ne correspond qu'à 3,6%, soit 281 millions. Le chiffre peut paraître important, mais il faut le ramener à la population mondiale qui est présente. Alors, un autre chiffre que j'ai noté, il y a un sondage qui a été fait il y a quelques années autour des personnes. Est-ce que vous souhaiteriez migrer dans les années qui viennent? Et en fait, on s'aperçoit que 14% des adultes disent oui, pourquoi pas. 4% envisagent de le faire et seulement 0,2% ont commencé à le préparer. Et donc, on a des chiffres qui sont relativement faibles d'une manière générale, et ça peut se comprendre d'un point de vue anthropologique. Les personnes n'ont pas une envie folle de migrer, d'abandonner leur culture, d'abandonner leurs proches, leur maison. Il y a des migrations qui se font, qui sont des migrations lentes, qui ont eu lieu au cours du temps, puisque les humains ont habité l'ensemble de la planète, mais ces migrations assez rapides, en fait, peu de personnes souhaitent véritablement migrer de leur propre chef. Quand on compare avec le très faible nombre de personnes qui partent volontairement pour découvrir le monde, là, les pourcentages sont encore plus faibles. Vous aviez, alors c'était en plus pour des communautés assez aisées, le tour d'Europe qu'on pouvait faire au XVIIIe siècle, où on allait découvrir les différents pays, mais c'était certains nobles qui faisaient ces tours d'Europe. Partir Erasmus, c'est aussi certaines catégories. Et donc on voit, ces chiffres sont quand même très importants à prendre en compte. On en aura d'autres qui sont tout aussi importants, mais je vais peut-être m'arrêter là. Justement, en fait, parce que ces chiffres-là comprenaient tous les migrants, qu'ils soient
volontaires ou non. Et là, on va se concentrer peut-être sur une catégorie spécifique pour essayer de continuer à définir ce que sont ces migrations en raison des conditions climatiques. Et c'est le chiffre de personnes déplacées de force. Alors là aussi, donc une question. Parmi ces migrants, l'ONU dénombre 117,3 millions de personnes déplacées de force dans le monde, soit une personne sur 69. Ah, pardon. Oui, pardon. Non, excusez-moi. Désolée, je me suis perdue tout seul. La majorité des personnes déplacées de force trouvent refuge. Et alors ça, peut-être qu'on pourra en parler effectivement. Mais pour ces personnes qui sont déplacées de force, il y a là aussi une définition très claire en fait de l'ONU et qui donne une idée. Donc selon l'ONU, les migrants déplacés de force sont les personnes ayant fui en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de l'homme ou d'événements troublant gravement l'ordre public. Ne sont pas compris dans ces chiffres, et c'est l'ONU qui le précise, les réfugiés dépendant de l'UNRWA, cette agence qui traite des réfugiés palestiniens, spécifiquement du cas des réfugiés palestiniens. Et alors avant de voir quelle réponse est-ce que vous allez donner à cette question, peut-être Frédéric, souhaitez-vous revenir sur cette définition de migrants et de personnes déplacées de force et peut-être sur ces différentes migrations que l'on peut retrouver à travers le monde, essayer de les catégoriser peut-être un peu mieux. Alors, je ne suis pas spécialiste, peut-être que Cécile Duflot l'est davantage que moi sur ces questions, juste pour dire que les migrations, en fait, elles sont extrêmement diverses. Il y a différentes échelles de temps et d'espace. On peut migrer en dehors de son pays, on peut migrer de façon temporaire, ça peut être lent et progressif, ça peut être avec des retours ou non. Il y a des phases, il y a des pays d'accueil, des pays de transit et des pays de départ. C'est extrêmement divers. Il y a des personnes qui partent volontairement. On a parlé de ce tour d'Europe, les expatriés. Il y a des personnes qui sont forcées pour des conditions plus politiques, d'autres qui souhaitent juste vivre correctement et donc des conditions économiques pour trouver de meilleures conditions économiques pour eux-mêmes ou pour leur famille. Mais pour les peut-être les migrations forcées, peut-être laisser la parole à Cécile. En fait, effectivement, si, pour parler justement de ces migrations forcées, vous, à Oxfam France, vous menez plusieurs études. On peut lire, d'ailleurs, je vous invite à consulter le site internet d'Oxfam et d'Oxfam France, qui est très complet pour ces questions-là autour des migrations forcées. Et je voulais parler, en fait, avec vous, peut-être de la notion de réfugié climatique, justement. Est-ce que cette notion existe aujourd'hui? Comment est-ce qu'on la définit ou comment n'est-elle pas définie? Est-ce une migration forcée ou pas? Enfin, voilà, que peut-on dire de cette définition-là, donc des déplacements forcés et de la notion de réfugié climatique? Alors déjà, la notion de réfugié existe en droit international depuis la Convention de Genève de 1951. C'est une personne à qui est accordée une protection en raison des risques de persécution qu'elle encourt dans son pays d'origine du fait, et la définition est précise, de son appartenance à un groupe ethnique ou social, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. C'est les causes qui permettent d'obtenir le statut de réfugié au titre de la Convention de Genève. C'est un droit humain auquel toute personne peut avoir accès dans tout pays signataire de la Convention de Genève. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de réfugiés climatiques, là, on ne parle pas du tout de droit international, puisque comme je viens de lire la définition, les déplacements du fait d'une situation climatique qui affecte gravement la possibilité de vivre à l'endroit où vit la personne n'est pas défini aujourd'hui en droit international. Pourtant, on accepte cette définition au regard d'une réalité tangible qui est celle de toutes les personnes qui sont forcées de se déplacer parce que les changements climatiques les privent soit de leur lieu de vie, on peut penser très simplement aux îles qui vont se retrouver sous l'eau, soit du fait d'un changement de leur environnement affecté par les conséquences du changement climatique, très grande sécheresse, disparition
des terres cultivables. C'est le cas par exemple de la salinisation des sols au Bangladesh, où le fait que le niveau de la mer remonte fait que les sols deviennent de plus en plus salés et donc de moins en moins cultivables. C'est ce qui explique qu'il y a des déplacés climatiques, donc qui sont très majoritairement dans leur propre pays ou dans les régions avoisinantes. Les gens, que ce soit pour les causes de conflit ou les causes climatiques, les gens se déplacent au plus proche de l'endroit où ils peuvent se réfugier. Mais les conséquences de cette situation fait que, évidemment, les gens ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié pour ces causes-là au titre de la Convention de Genève, mais qu'on évalue mal le phénomène, parce qu'on a des études sur les réfugiés, effectivement, parce qu'ils relèvent du droit international, ils sont statutairement identifiés, et l'UNHCR les suit et peut documenter la situation des réfugiés. L'UNHCR, le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Pardon, c'est vrai. Normalement, je m'énerve moi-même quand je cite des sigles comme ça. Bref, donc ces réfugiés statutaires, ils sont comptabilisés, les États eux-mêmes les enregistrent puisqu'ils leur délivrent l'asile. Donc on peut savoir combien il y en a, d'où ils viennent, quelles sont les causes de leur déplacement. Pour ce qui est des réfugiés climatiques, on ne le sait pas. En revanche, on sait très bien identifier la cause. Et la France a connu des déplacés climatiques, 40 000, le plus grand déplacement de population civile en temps de paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, je vois des gens qui haussent le sourcil. 40 000 déplacés climatiques en France, ou quand? En 2022, en Gironde et dans les Landes. L'avancée des méga-feux a conduit 40 000 personnes à devoir quitter, de façon volontaire mais forcée, puisque l'État a demandé aux personnes et a même imposé aux personnes de quitter leur domicile. Et 40 000 personnes, c'est énorme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on analyse la manière dont s'est passé ce déplacement, les gens sont allés soit dans la famille, soit chez des amis, soit chez des habitants volontaires qui les ont hébergés, exactement comme ça se passe au bord du lac Tchad, exactement comme ça se passe au Burkina. C'est-à-dire que je parle à côté de grandes scientifiques, mais si on regarde d'un point de vue anthropologique, comment sont gérés les déplacements, ils sont gérés de la même manière chez nous que dans les pays du Sud qui les connaissent depuis plus longtemps. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas héberger 40 000 personnes. Ou alors, c'est des camps de déplacés. Et c'est ça qu'il aurait fallu installer. Donc, ça nous oblige. Et je trouve que ce qui s'est passé pendant ce méga-feu n'a pas du tout été étudié. Je pense qu'il y a une sorte de grand déni. Parce que, je le dis, c'est le plus grand déplacement de population civile depuis la Seconde Guerre mondiale en France. Et c'est une très grosse ville, une ville de 40 000 habitants. Donc, c'est exactement le même système qui se passe partout. C'est-à-dire que les habitants fuient des inondations qui ont ravagé l'endroit où ils cultivaient et donc qui n'ont plus d'endroit pour cultiver et pour se nourrir. Et en revanche, n'ont pas accès à l'asile. Alors, les habitants des petites îles l'ont posé. Il faut savoir qu'il y a des déplacés climatiques qui ont reçu ce statut à l'intérieur des États-Unis, puisqu'il y a une île de Louisiane qui a été submergée et dont l'ensemble des habitants ont été déplacés. Alors évidemment, c'est un déplacement, comme la plupart du temps, à l'intérieur du pays, mais l'État a décidé, enfin plus exactement la Louisiane a décidé de leur accorder des terres, qui étaient d'ailleurs des terres fédérales, sur lesquelles ils ont le droit de réinstaller leur village, puisqu'ils ont dû quitter l'île sur laquelle ils habitaient, qui était en passe d'être submergée. Donc ça arrive déjà, les questions se posent partout, et c'est vrai que l'absence de statut juridique, ça empêche qu'il y ait un comptage, un droit, puisque vous ne pouvez pas obtenir l'asile au titre de l'impossibilité de vivre à l'endroit où vous vivez pour des causes climatiques, et enfin, pas de préparation. C'est-à-dire que comme on ne documente pas, comme on ne compte pas et qu'on ne sait pas, voilà, on fait des rapports. Vous avez cité notre chiffre où on envisage une projection de 260 millions de déplacés climatiques en 2030 et jusqu'à 1,2 milliard en 2050, dont la grande majorité sera à l'intérieur de leur pays, mais probablement moins qu'en période de conflit parce que les zones affectées par le dérèglement climatique sont plus vastes. Les chiffres dont je vous parle sont des chiffres qui sont élaborés sur la base de scénarios travaillés par la Banque mondiale. Et ça, c'est un sujet pour lequel, pour l'instant, il y a un vide juridique et pas du tout d'anticipation. Donc c'est pour ça que c'est très important d'accepter cette réalité et d'en parler, parce que c'est une réalité. De la même manière qu'une partie des populations aujourd'hui du Pas-de-Calais qui ont subi plusieurs inondations et à qui on a conseillé, voire pour certains imposé de déménager, sont de fait des déplacés climatiques. Donc c'est vrai que
à partir du moment où ce mot est prononcé, c'est un mot qui dit des réalités qui sont les réalités brutales que vivent déjà beaucoup de gens dans le monde, qui sont celles de ne plus pouvoir vivre à l'endroit où on vivait, dans les conditions où on vivait. Et ça, c'est assez neuf dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y avait quand même une relative stabilité de notre climat. C'est-à-dire que des zones ne devenaient pas brutalement inhabitables. Et donc, on est pour l'instant dans un moment où il faut essayer de documenter cette question, d'essayer de pousser le débat au niveau international pour faire reconnaître ce statut. Parce que si on fait reconnaître ce statut, même s'il est complémentaire, même s'il entre évidemment pas dans le cadre de la Convention de Genève, mais d'un nouveau traité international, on pourra mieux anticiper, mieux gérer, et puis reconnaître à ces populations qu'elles sont victimes d'une situation dont elles ne sont pas responsables. Parce qu'un certain nombre d'entre elles sont assez désarmées, puisqu'elles n'ont que très peu de droits face à cette situation, alors même, mais on y reviendra sans doute, que la plupart d'entre elles ne sont pas du tout responsables des causes qui provoquent ces catastrophes, à la fois sur un plan générationnel, mais aussi sur un plan géographique. Je rappelle que les 50% les plus pauvres de l'humanité émettent 10% des émissions de gaz à effet de serre, quand les 10% les plus riches émettent 51% des émissions. Merci beaucoup. Et effectivement, c'était important de voir un petit peu ce non-dit ou cette impensée officielle de ce statut de réfugié climatique et des impacts en fait, que ce vide juridique crée. Avant de passer à une seconde partie qui sera autour des impacts et puis une troisième partie autour des solutions que l'on peut imaginer, je reviens juste sur cette question, mais à laquelle vous avez répondu, et je pense que vous avez donc deviné la réponse. Je vois des ardoises qui se lèvent, effectivement. Donc la bonne réponse, c'est bien la réponse A. En fait, la grande majorité des déplacés de force dans le monde migrent dans leur propre pays ou dans les pays voisins. À main levée comme ça très rapidement, est-ce que c'était la réponse que vous auriez donnée intuitivement ? Il y a des oui, des non. Il y a beaucoup de oui. Oui. Ouais. Très bien. Pardon. Oui, non, mais peut-être pour revenir sur les chiffres, alors je les ai notés parce que je n'ai pas forcément toujours une très très bonne mémoire. Moins 1% des migrants d'Afrique subsaharienne sont partis vers l'Europe. Et là aussi, ça lutte contre des idées toutes faites, comme quoi on aurait cette migration subsaharienne. Non, les migrants subsahariens restent en Afrique, à proximité de chez eux, et 84% sont restés dans les pays du Sud, à proximité des zones de crise. Donc quand on a ces périodes de crise, on a des distances courtes et souvent, quand on peut revenir chez soi après de faible durée. Donc ça, c'est quand même un point aussi qu'il faut bien avoir en tête, c'est ces migrations qui sont des migrations polarisées et déterminées par ces continuités géographiques. On aura aussi, alors on a commencé à évoquer un peu les îles du Pacifique que je connais un peu mieux. C'est la même chose, hein, les atolls ou les îles basses du Pacifique, elles ne pensent pas à émigrer aux États-Unis ou en Europe. Elles pensent à émigrer dans des îles à proximité, y compris en Polynésie française, où un certain nombre d'atolls sont en passe d'être submergés. Ils pensent aux îles hautes. Ils ne pensent pas aux îles hautes parce qu'ils ont, comme l'a dit Cécile Duflot, des relations de parenté, parce que ils y connaissent des gens, ils y ont des activités qui pourront y perdurer. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important qu'il faut prendre en compte. Et juste peut-être, si je peux me permettre, il y a un mot qui vient d'être prononcé, c'est la brutalité de ces changements globaux. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les changements environnementaux qu'on connaît sont à une vitesse et une intensité jamais égalées. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, les humains ont habité l'ensemble de la planète, y compris dans des conditions quand même, quand on voit le sud de l'Amérique du Sud, l'Arctique ou le Sahara, il y a des populations qui y vivent, mais qui se sont peu à peu adaptées, qui sont venues, qui ont développé des organisations sociales et des techniques pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, la brutalité des choses, la vitesse 1000 fois supérieure à ce qu'on a pu connaître auparavant. Merci beaucoup Frédérique Schluss. Et justement, je rebondis pour vous repasser la parole, Sophie Zopa, parce que vous êtes venue donc avec une carte. Avec plusieurs cartes. De rebondir en fait sur cette brutalité du changement climatique.
Peut-être je vous laisse la commenter. Oui, alors la première carte en haut, en fait, c'est une carte qui illustre les vulnérabilités et la disparité de vulnérabilité telle qu'estimée par le groupe 2 du GIEC, qui regarde les impacts et l'adaptation, et qui estime qu'il y a plus de 3 milliards d'habitants qui sont dans des zones de forte vulnérabilité. Et donc cette carte, en fait, cette vulnérabilité, elle est en fait regardée en termes de pauvreté, d'inégalité, et d'inégalité aussi aux soins et aux infrastructures, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient de santé. Et donc elle fait apparaître des très grandes régions du monde qui sont des régions qui sont, comme le disait Cécile Duflot, très peu contributrices en termes d'émissions de gaz à effet de serre, très densément peuplées et qui ont des fortes vulnérabilités parce qu'elles ont des systèmes de gouvernance ou d'accès à certains éléments de base qui sont aujourd'hui défaillants, des systèmes même simplement d'alerte quand il y a des événements extrêmes qui se produisent, avoir des systèmes qui permettent de prévenir les gens pour leur demander de partir, c'est la chose la plus élémentaire qui soit et qui est aujourd'hui pas déployée partout, soit parce qu'il n'y a pas de système de déploiement, soit même parce qu'on n'a pas de capacité de prévision météorologique. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui crucial. Et donc cette carte de vulnérabilité, le point qui est ajouté dans sa description au sein du GIEC, c'est aussi que même dans les pays qui semblent de faible vulnérabilité, en tout cas qui le sont quand on fait une moyenne sur tout le pays ou toute la région, il y a des poches de population qui sont vulnérables de toute façon parce qu'elles sont elles aussi isolées avec un accès qui va être moindre aux infrastructures sociales ou des fois par leur vulnérabilité propre. C'est le cas par exemple des personnes âgées dans nos pays quand on a des vagues de chaleur. Donc ce qu'il faut bien comprendre derrière cette vulnérabilité, comme le disait Frédéric, c'est que derrière, la plupart des gens ne migrent pas et subissent les effets du changement climatique là où ils sont, avec, dans ces zones de haute vulnérabilité, 15 fois plus de victimes que dans les zones de basse vulnérabilité. Donc encore une fois, il y a les gens qui partent. On parlait de ceux qui partent d'eux-mêmes parce qu'ils ont ces différentes pressions qui s'exercent, le climat, mais aussi différents facteurs socioculturels. Et puis, il y a tous ceux qui ne partent pas et qui subissent très lourdement le tribut de ces effets du changement climatique. Ce que l'on voit en bas, c'est cette fois plus quand on veut s'intéresser au futur qui nous attend. Donc, juste pour un paramètre qui sont des conditions, en fait, c'est le nombre de jours pour lesquels on a des conditions de température et d'humidité qui sont mortelles pour nous et donc aussi pour tout un tas d'êtres vivants autour de nous. Et ce que l'on voit donc pour différents niveaux de réchauffement, ce qui est derrière Cécile Duflot, c'est autour de 2 degrés de réchauffement, et puis là-bas autour de 2,8 degrés de réchauffement. On voit le nombre de jours par an où on a des conditions mortelles, et on voit que pour toute la zone tropicale, on se retrouve avec plus de la moitié de l'année où on a des conditions extérieures mortelles, donc des difficultés, voire une impossibilité de pratiquer l'agriculture, de travailler sur des bâtiments, de mener tout travail extérieur. Et donc la question qui se pose est vraiment celle de l'habitabilité de ces régions avec un réchauffement climatique qui va nécessairement se renforcer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que ce réchauffement va se renforcer tant qu'on n'atteindra pas des émissions qu'on appelle net zéro en CO2, des émissions nulles en CO2. Ce réchauffement va se renforcer. On va passer 1,5 degré de réchauffement au début de la décennie 2030. 2 degrés de réchauffement, c'est encore quelque chose qui est évitable, mais aujourd'hui, quand on analyse ce qui est mis en place dans les politiques, on s'achemine vers ces 2 degrés de réchauffement à horizon 2050 et potentiellement 3 degrés en fin de siècle. Donc tout ça n'est pas écrit. Évidemment, ça dépend aussi des efforts que vont faire les pays pour se décarboner. Néanmoins, il faut s'attendre à un renforcement du réchauffement et de tous les effets délétères dont on a discuté au départ. Et donc cette question de l'habitabilité de certaines régions du monde se pose vraiment avec ici uniquement une contrainte qui est celle de la température et de l'humidité, mais
en même temps qu'on a cette pression climatique, on a aussi tout un tas de pressions environnementales, que ce soit par la dégradation liée à la dispersion de produits chimiques notamment, et tout un tas d'effets en fait, et de pressions qui se mettent sur le vivant, qui rendent difficile la production de la production alimentaire notamment. Et donc voilà, la question de l'habitabilité et de finalement qui va pouvoir partir, dans quelles conditions et comment est-ce qu'on organise éventuellement des déplacements définitifs de population est une question vraiment extrêmement importante. Merci beaucoup, Sophie Zopa. Et justement, Frédéric Schluss, un de vos objets d'étude, si je peux l'appeler comme ça, c'est justement une de vos populations que vous étudiez en tant qu'anthropologue fait face à ce réchauffement climatique et à ses conséquences sur son habitat. Je voudrais vous laisser parler des îles Tuvalu. Alors, je ne travaille pas au Tuvalu, mais bon, je connais le Pacifique. Ça peut paraître, voilà, c'est pas des populations extrêmement importantes, mais c'est des populations qui sont, parce qu'en nombre, pas importantes en nombre évidemment, mais ça montre ce qui pourrait arriver dans d'autres endroits. Parce qu'on voit que en fait, ce changement climatique, il peut affecter des individus qui peuvent choisir de partir parce que les conditions deviennent vraiment intolérables, et peut-être quand même dire que ce n'est pas les plus pauvres qui migrent, mais c'est ceux qui ont quand même un minimum de capital économique, capital social pour pouvoir se déplacer, de connaissances. Donc les individus les plus pauvres ou en plus grande difficulté, c'est aussi des questions de genre, des questions d'appartenance culturelle. Les femmes souffrent davantage globalement de ces questions-là. Mais vous avez aussi des États qui peuvent disparaître. Et les Tuvalu, c'est assez intéressant parce que, à l'horizon 2030-2050, cet État n'existera plus avec la montée des eaux. Et donc, ils ont entrepris de faire... alors maintenant, on appelle ça jumeaux numériques ou 3D, une copie en 3D de leur terre, de leur mer, mais aussi de l'espace maritime, mais aussi de leur culture, pour pouvoir montrer à leurs enfants ce qu'était cette culture qui disparaît aussi, parce que c'est aussi une perte d'une diversité culturelle qui peut être importante. Alors les Tuvalu ont des accords avec l'Australie. Alors on pourrait discuter de ces accords avec l'Australie, qui sont prêts à les accueillir. Mais c'est cette réflexion déjà à devenir un État virtuel, et donc comment exister alors que le territoire physique disparaît. Et vous avez aussi aujourd'hui, alors j'ai vu que la discussion avait lieu aujourd'hui, ces petites îles du Pacifique qui ont fait appel à la Cour internationale de justice pour identifier les responsabilités sur l'augmentation, la production du CO2. Et la discussion est aujourd'hui, c'est la première fois où il y a effectivement la Cour internationale de justice s'empare de ces questions-là à l'initiative de ces petites îles du Pacifique. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est effectivement des mortalités, vous l'avez dit, des déplacements de population et aussi des cultures qui vont disparaître parce que implanter dans un territoire, c'est aussi un lien avec ce territoire, c'est aussi une culture particulière, et qui vont être obligés de se déplacer et de ne plus avoir ces liens, attachement fort à leur territoire. Merci beaucoup. Et justement, Cécile Duflot, vous en avez parlé en fait déjà vous avez commencé à l'aborder sur l'impact que le réchauffement climatique, que les dérèglements climatiques et que ces migrations à l'intérieur du pays a en fait sur les populations. Est-ce qu'il y a un moyen en fait est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui très concrets de l'impact que ces migrations ont
sur la société en elle-même, sur les sociétés voisines. Alors on a parlé avec les îles Tuvalu de la disparition aussi, entre autres, d'une culture, d'expression culturelle, d'expression de la diversité culturelle. Est-ce qu'il y a d'autres impacts concrets que vous avez en tête ou que vous avez étudiés? Alors, les déplacements de personnes et leurs conséquences sur les populations hôtes, c'est assez documenté. Ça crée toujours des situations de tension, de pression sur la ressource, d'abord, parce que quand vous avez des populations qui, et on l'a bien dit toutes, les populations migrent à proximité, voire à très grande proximité de l'endroit qu'elles quittent, vous n'avez pas le même accès à l'eau, vous avez des difficultés d'approvisionnement. Donc il y a forcément des situations de tension autour du partage du territoire aussi. Il y a un certain nombre de populations qui peuvent s'installer, quand elles n'ont pas le choix, sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Donc les Tuvalu sont en négociation avec l'Australie, mais il y a tout un tas de gens, quand vous n'avez plus de lieu où vivre, en fait, la question de savoir si vous vous installez dans un lieu qui vous appartient ou qui est autorisé, une question qui devient un peu subsidiaire vu que vous n'avez pas le choix. Il y a aussi la question des gestions traumatiques. Les départs et les départs forcés ont toujours un impact individuel, mais un impact sur la santé collective d'une société. Et ça, c'est souvent aussi difficile de le gérer. Mais il y a aussi souvent une émergence de trafic, parce qu'on est face à des populations qui sont vulnérables, qui sont en recherche de solutions à court terme ou à moyen terme, que ce soit en termes de nourriture, de poursuite de la migration, donc des réseaux peuvent s'installer, mais aussi des projets de retour, en faisant espérer la possibilité de revenir. Donc ça accroît la tension sur les populations hautes, et ce d'autant plus que les choses ne sont pas du tout gérées par aucune puissance publique. Quand les choses se font j'allais dire d'elle-même ou par force, la situation est d'autant plus difficile. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, les études qu'on a pu faire sur ces déplacés climatiques montrent que 80% d'entre eux sont des femmes, que les femmes sont surreprésentées dans ces déplacements forcés, parce que ce sont des populations qui sont souvent moins mobiles, donc elles ne partent pas à grande distance, elles ont en charge les populations, les personnes fragiles, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. C'est souvent les femmes qui sont en situation de devoir les gérer. Donc quand vous avez votre mère qui marche difficilement, plus 3 enfants en bas âge, vous n'envisagez pas de partir loin. Et donc sont souvent elles qui sont dans les situations les plus difficiles, et ce sont elles qui sont en charge de l'approvisionnement du foyer en nourriture et en eau. Donc l'éloignement de la ressource alimentaire ou de la ressource en eau pèse elle aussi sur les femmes. Donc la réalité, c'est que ne pas anticiper, ni reconnaître un statut, ni gérer ces migrations-là fait peser de lourdes conséquences sur les populations hautes et sur les personnes déplacées elles-mêmes. Donc il est rare que les personnes déplacées soient en situation de protection, alors même qu'elles fuient un danger, souvent, ou des violences, mais elles sont souvent stigmatisées. Donc on pourrait dire la double peine, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous partez sous la contrainte et sous la menace, ou en ayant vécu 3 famines d'affilée ou la destruction de vos biens, et vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans un lieu où on ne parle pas votre langue, où vous n'avez pas accès aux ressources, où vous n'avez parfois pas de statut. Donc c'est vrai que la situation est toujours difficile. Je redis sur le déplacement de proximité, je dis souvent, faites cet exercice vous-même. Si vous deviez quitter l'endroit où vous habitez, où vous iriez? Donc tout de suite, souvent les gens se disent, mais c'est quel endroit? Par exemple, vous habitez, allez, on va dire, en face du musée de l'Homme. Vous êtes obligé de quitter Paris. Les gens instinctivement se disent, à quel endroit en banlieue? L'endroit qui est le plus facile pour aller travailler, si je peux continuer à travailler. Si vous dites c'est toute l'Île-de-France, faites cet exercice dans votre tête. Vous allez où si vous ne pouvez plus habiter en Île-de-France? Vous allez penser à quelqu'un de votre famille qui vit ailleurs en Île-de-France, ou un endroit où vous avez habité auparavant. Donc la migration forcée,
elle se fait toujours avec des points de repère et sous cette contrainte-là et en essayant de limiter les conséquences négatives. Donc, et avec la plus grande proximité, avec l'espoir du retour. Ça s'est vu en Ukraine. Alors là, il ne s'agit pas de migration climatique, mais de migration pour cause de conflit. Les personnes, elles sont restées très majoritairement le plus possible près de la frontière. Donc, il faut vraiment se dire que les pays qui vont devoir être appuyés, avec lesquels on doit être solidaire, d'ailleurs, avec lesquels on doit même, pour une part, rembourser notre dette, c'est les pays qui sont les plus en proximité des populations qui doivent se déplacer. Et aujourd'hui, les populations qui doivent se déplacer, elles viennent majoritairement du Sahel, du Bangladesh, du Yémen et de Somalie. Voilà la zone et les pays les plus touchés aujourd'hui par les migrations climatiques. Merci beaucoup. Bien sûr, je n'oublie pas les petites îles, mais comme vous l'avez dit vous-même, en nombre de personnes, elles sont moins concernées. Ça ne dit pas qu'ils sont moins importants, mais en nombre de personnes, c'est la liste que j'ai donnée qui a probablement des déplacés qui vont se compter en millions, voire dizaines de millions. Merci beaucoup. Et justement, il y a un chiffre qui est assez frappant, en fait, sur le fait que les personnes migrent en premier lieu à proximité de leur lieu d'origine. Elles restent très vulnérables à énormément de facteurs différents. Et il se trouve que le rapport que je citais en introduction de l'ONU reprend des chiffres assez frappants. Alors, j'aimerais vous interroger là aussi dessus. Donc, ce rapport que je cite date de novembre 2024. Il est disponible en langue anglaise sur le site de l'ONU. Son titre, c'est « No Escape on the Front Lines of Climate Change, Conflict and Forced Displacement ». Et à un moment, ce rapport donne ce chiffre. Parmi les personnes déplacées de force aujourd'hui, il y a un certain pourcentage, et je vais vous demander là de l'évaluer, est toujours exposé à des risques climatiques extrêmes. C'est-à-dire que ces personnes qui fuient de force leur pays pour des raisons climatiques ou autres, pour les autres raisons que l'on a vues, les conflits, etc., se trouvent toujours dans une zone soumise à des risques climatiques extrêmes. Et donc, là aussi, vous faire participer à l'aide de vos ardoises. Est-ce que vous pensez que cette proportion est de 33%, soit toujours 38 millions de personnes? On était à 117,3 millions de personnes déplacées de force, juste pour vous redonner l'échelle de grandeur que nous avions vue précédemment. Donc, réponse A, 33% de ces personnes-là sont toujours exposées à des risques climatiques extrêmes aujourd'hui. 56%, réponse B. 62%, réponse C. Ou bien 75%, réponse D. Alors, je vois les débuts de levée d'ardoise et je ne vois plus très clair. Il y a beaucoup de D, un peu de B, un peu de C. Voilà, il y a des B, des C, des D. Eh bien, la réponse, effectivement, là, vous voyez, juste pour la majorité, c'est 75%, soit 90 millions de personnes. C'est-à-dire que sur les 117,3 millions de personnes déplacées de force, pour toutes les causes de déplacement de force, 75% d'entre elles sont déplacées dans des zones qui sont toujours, qui sont toujours exposées à des risques climatiques extrêmes. Donc, effectivement, il n'y a pas de... Oui, c'est cohérent avec le fait qu'ils vont à proximité. Exactement. Exactement, et c'est un chiffre de plus. Sophie Sota. Oui. Peut-être un point, le rapport du GIEC souligne aussi le fait que les camps de réfugiés, beaucoup de camps de réfugiés sont dans des zones où effectivement les gens sont piégés, dans des régions qui sont très impactées aussi par des sécheresses, et pour le coup ils sont de toute manière très vulnérables dans la mesure où ils sont dans des camps de réfugiés où ils dépendent de l'aide qui leur est apportée et n'ont pas nécessairement de mobilité possible. L'autre point, c'est aussi que beaucoup de gens... Ça vient renforcer une tendance de fond vers l'urbanisation, vers le fait que les gens partent vers des villes rapidement, dans des choses qui sont en général pas organisées, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer autour de villes ou de métropoles où ils vont être dans des habitats informels et se retrouver dans des situations là aussi de très grande vulnérabilité en cas de tempête, d'inondation, d'événements extrêmes, du fait qu'ils sont piégés dans ces habitats informels aussi, sans accès derrière à des infrastructures qui permettent de s'échapper ou d'avoir de l'aide qui intervient en cas d'événements extrêmes. Donc c'est aussi un problème
problème de renforcement effectivement de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils fuient une situation déjà périlleuse, mais le fait qu'ils aient bougé peut rendre les choses encore plus difficiles, ou en tout cas pas forcément diminuer le risque qu'ils encourent. Merci beaucoup. Et on a vu ensemble cette contextualisation, cette définition de changement climatique. De quoi parle-t-on? Migration en raison des changements climatiques, est-ce qu'on peut les définir? On a vu que non. On a vu l'impact aussi que ça avait. Et donc, je voulais voir ensemble ma troisième partie que j'avais intitulée « Que faire ?» Parce que face à tout ce constat-là, voilà, on a envie de se demander mais comment pouvons-nous agir? Quelles sont les solutions que l'on peut apporter? Et je me tourne vers vous d'abord, Cécile Duflot. Vous avez parlé du droit international et de la justice sociale. On parlait auparavant, dans le débat public, j'entends, de solidarité internationale et de la solidarité qui est encore présente. Ce concept-là est encore présent, mais on entend de plus en plus parler de justice sociale. Et donc, je voulais vous demander, en fait, qu'est-ce que c'est que cette justice sociale face au dérèglement climatique, au changement climatique? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? C'est la prise de conscience d'une réalité qui est une réalité tangible. C'est que les populations dont on parle, qui sont les principales victimes, elles sont pour rien dans l'aggravation, enfin même dans la naissance, de l'aggravation du changement climatique. Quand je dis pour rien, c'est que leur mode de vie ne provoquerait pas du tout d'augmentation de la température du globe. Donc, pendant longtemps, y compris jusqu'à Copenhague, la COP qui s'est réunie à Copenhague, on a dit il faut quand même de la solidarité avec ces pays, par des transferts de technologie et par la création du Fonds vert. Mais depuis, dans un certain nombre de ces pays, et ça a été notamment formalisé par Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, le discours a évolué vers la question de la justice. Parce que, en fait, ce que demandent ces pays, ce n'est pas de la solidarité, c'est qu'on répare une injustice. Une injustice qui est de deux ordres. Il y a une dette climatique qui est que ces pays subissent les effets du changement climatique générés par les pays les plus riches. Mais il y a aussi une dette coloniale, parce qu'une partie de ces émissions a été faite par l'exploitation des ressources du Sud global. Donc il y a vraiment une sorte de double injustice, ce à quoi se rajoute une injustice qui est liée au fait que le système financier qui régit l'ensemble de la planète est un système qui s'est mis en place sur une base totalement coloniale, puisque les pays du Sud ne sont pas autour de la table. Le FMI, toutes les institutions, la Banque mondiale ne rassemblent que les pays du Nord. Et quand des pays du Sud veulent avoir accès à des financements mutualisés au sein du Fonds monétaire international, ils doivent demander des droits de tirage spéciaux aux pays du Nord. Donc il y a un système qui, en mixant l'héritage colonial et cette dette climatique, fait que le débat sur la justice, en disant en fait vous devez être solidaire avec nous, pas par bonté d'âme ou par solidarité, mais simplement par justice, est un débat qui est en train d'émerger, qui est un débat intéressant. Il s'est cristallisé pendant la COP29. Ça a été porté assez fortement par certaines voix du Sud global, parce que cette logique, elle est fondée. En tout cas, nous, on la soutient fortement en disant que si on ne répare pas ce dégât, si on n'anticipe pas, si on ne travaille pas avec ces pays et avec ces populations, on manque à nos devoirs. Et la capacité qu'auront ces pays de nous demander des comptes sera de plus en plus légitime. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ça n'est pas du tout terminé. Alors, je parle à côté d'une scientifique. Bien sûr qu'il y a un effet d'élan et on ne pourra pas rester sous les 1 degré ou 1,5 degré, c'est sûr. Mais si on agissait de façon résolue pour limiter les émissions, on peut éviter le scénario le plus rouge foncé qui a été présenté. Et donc on a une responsabilité plus grande à lutter de façon résolue contre les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il est encore temps, et à travailler avec les pays sur ces questions d'adaptation, que ce soit dans la capacité de faire évoluer les pratiques agricoles, les pratiques de production d'énergie, mais aussi dans l'accompagnement des déplacés, en prenant notre part de responsabilité. Donc ce glissement progressif d'un débat autour de la dette climatique qui passe vers une question de justice, si nos pays du Nord ne l'anticipent pas, on risque, et d'ailleurs on sent bien dans des
des moments de chambardement géopolitique, d'être très fortement percutés par cette réalité-là. Et puis par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, on a des leçons à prendre de la part de ceux qui gèrent aujourd'hui ces déplacés climatiques, parce que nous allons être confrontés à cette réalité-là. Et ceux qui l'ont déjà fait peuvent aussi nous apprendre un certain nombre de choses. Donc à Oxfam, on plaide fortement pour que cette question du climat soit prise sous l'angle de ses conséquences sociales. On pense souvent aux sujets climatiques, aux impacts sur la biodiversité, sur le fonctionnement du climat ou sur les événements météorologiques intenses, mais il y a des conséquences qui sont des conséquences sociales, à la fois de proximité au niveau local de certaines communautés, mais aussi sur le fonctionnement géopolitique de nos institutions. Et nous devons être à ce rendez-vous, et rien n'est impossible. On a mis en place ces institutions financières, on peut les changer, on peut avoir d'autres mécanismes. Ce qu'on sait en plus, et je terminerai là-dessus, c'est que ne rien faire coûte beaucoup, 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 beaucoup plus cher qu'investir et que choisir de faire face à cette réalité-là. Et donc c'est pour ça qu'on n'est non seulement pas désespéré, mais très résolu à faire en sorte que les choses bougent, parce que plus on sera mobilisé, efficace et à la hauteur, plus on arrivera à limiter les effets qu'on connaît déjà, mais qui pourraient être beaucoup plus graves. Frédérique Schluss, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, pour dire que d'un point de vue scientifique aussi, les scientifiques aujourd'hui mesurent ces inégalités, alors nous ce qu'on appelle inégalités environnementales, et donc ces mesures, elles sont objectivées. C'est pas un discours uniquement qu'on pourrait qualifier de politique, c'est vraiment, ou un positionnement éthique, c'est vraiment les inégalités environnementales. Elles existent, elles sont parfaitement, aujourd'hui, elles sont connues, elles affectent, comme on le disait, des populations, des États, on les voit à différentes échelles, elles affectent aussi des groupes sociaux, des groupes en fonction, on a dit, du genre, en fonction d'où elles habitent, en fonction des appartenances ethniques. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Donc ces inégalités, c'est un fait. Et c'est vrai que cette question de justice, alors nous, voilà, au Muséum, on a travaillé sur la justice environnementale. On a produit un manifeste l'année dernière sur cette question de justice environnementale, en étant vraiment... C'est un autre... Non, ça c'est migration. Et l'année dernière, on a fait justice environnementale, qu'il faudra que je vous envoie. Et effectivement, et des scientifiques qui aujourd'hui s'interrogent sur cette question-là. Et cette question, elle est importante parce qu'on peut penser à des redistributions financières, mais quand on parle aussi de cette justice environnementale, c'est aussi la participation, vous l'avez dit, aux différentes instances internationales. Et aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de pays réclament véritablement de pouvoir participer à ces instances internationales et de la reconnaissance. Donc voilà, moi je le dis avec d'autres mots, reconnaissance de savoir, de savoir-faire qui sont extrêmement importants. C'est un point majeur aujourd'hui si on veut continuer à pouvoir vivre ensemble et à prendre en compte ces questions de changement climatique. Et vous l'avez dit, mais je pense que c'est important. Il y a ces questions d'atténuation, d'adaptation, et il faut continuer sur les deux tableaux, mais ma collègue le sait très bien, donc il faut absolument restreindre nos activités pour pouvoir rester dans des chiffres encore raisonnables, parce que sinon on augmente encore plus le nombre de personnes vulnérables. Alors, je rajouterais peut-être... 2 points sur, je perds tous mes papiers, mais c'est pas grave, sur que faire. Alors, en étant scientifique au Muséum, c'est cette question de la connaissance aussi, c'est continuer à documenter pour pouvoir appuyer à la fois les changements, mais aussi ces questions sociales, économiques, ces inégalités. Donc, on a encore du travail à faire. Et dans le manifeste migration que vous venez de montrer, donc on avait, voilà ça, celui-là c'est le bon, c'était aussi repenser ces questions d'hospitalité, parce que c'est pas de la solidarité, mais c'est aussi repenser les formes d'accueil et les formes d'hospitalité pour, on appartient à une humanité commune. Alors c'est très philosophique, mais c'est
mais c'est très important de réagir comme ça. Et un dernier point, et là j'arrête après, je promets, le titre, c'était « Migration et changement climatique ». En étant au muséum, c'est aussi déclin de la biodiversité. Et là, on a parlé du GIEC, mais il y a aussi un des derniers rapports de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, parce que la biodiversité, on en entend moins parler, malheureusement. Hein. C'est tout ce déclin de la biodiversité. Il faut voir qu'il y a une utilisation des espèces sauvages, 50 000 espèces, je reprends des chiffres, 20% pour l'alimentation humaine, mais aussi pour la médecine, les loisirs, les matériaux. Et puis, il faut penser aussi à notre bien-être, l'inspiration. Donc, le changement climatique, il accentue le déclin de la biodiversité. Et le déclin de la biodiversité, il est aussi un élément majeur pour aussi tout un tas de communautés locales qui vivent de cette biodiversité. Merci beaucoup Frédérique Schluss. Et je voudrais finir avant de donner la parole à la salle, avec 2 questions un peu poil à gratter. La première sur le technosolutionnisme. Je dis question poil à gratter, je me tourne vers vous, Sophie Zopa, puisqu'on entend quelques figures médiatiques, on va dire, qui pensent que la réponse est dans la science et dans les nouvelles technologies, dans la science au sens de nouvelles technologies, développement technologique, en fait le technosolutionnisme. Alors est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le technosolutionnisme et est-ce que c'est la solution à tous nos maux, à tous nos problèmes ? Alors, le définir, comme je n'ai pas la définition sous les yeux, je préfère vous dire comment je le définirais de manière très approximative, mais effectivement, ça n'est pas la science. La science, on en a besoin, parce que la science, ça inclut aussi les sciences sociales, et on a besoin de comprendre pour pas, justement, tester tout et n'importe quoi là, aujourd'hui. Peut-être, juste avant de répondre spécifiquement sur le technosolutionnisme, la science, c'est ce qui permet aussi de montrer qu'on a le potentiel pour déployer d'ici à 2030 des solutions qui diminueraient d'un facteur 2 les émissions de gaz à effet de serre et qu'on est en capacité d'évaluer le bien fondé de ces solutions pour atténuer les gaz à effet de serre. Donc on a besoin de science pour pas que les débats soient polarisés par dans tout et n'importe quoi et qu'on puisse aussi voir les conséquences de ce qu'on déploie, puisque, comme le disait Frédéric, l'idée n'est pas non plus de solutionner le climat au prix de la biodiversité et de déployer massivement des choses qui seraient absurdes. L'idée est quand même bien de trouver des solutions qui nous permettent de continuer à vivre de manière décente pour tous. Juste un petit point sur les solutions, donc je serai brève, mais il faut quand même dire que la migration, c'est aussi parfois une solution. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui, en 2050, vont être impactées par les effets sur les littoraux du changement climatique. Donc il s'agit bien d'organiser ces migrations pour permettre qu'elles soient justes et que ça ne se fasse pas dans des conditions déplorables. Donc la migration, elle peut être parfois subie, mais surtout, elle doit être organisée parce que parfois, elle est la seule solution. Il y a d'autres solutions d'adaptation qui, parfois, dans certains contextes, peuvent exister, mais c'est important aussi d'avoir en tête qu'il n'y a pas une solution déployable partout et que ça dépend vraiment très fortement du contexte et que là aussi, ça doit être pris en compte. Ce n'est pas juste des solutions techniques ou qui viennent de la science et dont on peut se dire ça s'est bien passé à un endroit, on l'applique tel quel ailleurs. Il y a des enjeux importants d'inclusivité des gens dans les discussions, justement pour prendre en compte ce contexte culturel. Quand les gens ne comprennent pas les solutions qui sont déployées, que ce soit sur la baisse des gaz à effet de serre ou que ce soit sur l'adaptation, en général, les solutions sont contournées et l'effet rebond peut être bien pire et les gens n'acceptent plus rien parce qu'ils ont l'impression, parfois à juste titre, qu'on leur a tordu le bras. Donc voilà, donc cet aspect de planification est important et évidemment, ce n'est pas soit l'adaptation, soit l'atténuation. Comme le disait Cécile Duflot, il y a ce fort enjeu de transfert à la fois de capitaux, mais aussi de technologies des pays du Nord vers les pays du Sud. Ça ne peut pas se faire sans aussi qu'on accompagne et qu'on transfère ce que l'on sait faire et ce que l'on comprend. Et donc, pour finir sur cette partie purement techno-solutionniste, effectivement,
dans l'esprit de certains, le problème à régler, c'est juste régler à tout prix cette histoire de température et rester coûte que coûte en dessous des 2 degrés de réchauffement. Par exemple, en déployant parfois des choses comme de l'ensemencement de nuages qui peut être envisagé, ou de manière plus inquiétante, le fait de mettre des particules dans la haute atmosphère, comme ça peut se passer quand on a des très fortes éruptions volcaniques, mais qui là ce serait fait de manière artificielle. Alors ça peut sembler de la science-fiction comme ça, mais il faut bien imaginer qu'il y a des sommes gigantesques qui sont mises par ceux qui ont envie qu'on ne change rien dans nos habitudes de consommation. Il y a beaucoup de philanthropes, et je le mets entre guillemets, qui sont des gens qui ont énormément d'argent à dépenser sur ce genre de réflexion et qui envisagent véritablement de faire ce genre de choses, sachant qu'aujourd'hui, on a une grande difficulté à vraiment regarder ce qui se passerait, en particulier en termes de changement de précipitation. Ça reviendrait à redistribuer complètement les cartes sans qu'on l'ait bien anticipé, du coup avec des régions du monde qui d'un coup se mettraient à subir des sécheresses sans en avoir subi auparavant, ou au contraire des effets de très fortes précipitations, des modifications aussi du rayonnement solaire qui viendraient modifier la capacité de production alimentaire. Et donc c'est derrière une difficulté encore plus grande que déjà l'immense difficulté qu'on a à s'adapter à un climat qui change très vite. Et donc c'est important aussi d'avoir conscience que dans les solutions, il peut parfois y avoir des choses qui sont envisagées pour lesquelles le remède serait pire que le mal lui-même, et que du coup il faut être vigilant là-dessus. Alors celles-ci, elles peuvent paraître un petit peu extrêmes, mais même dans certaines solutions qui sont envisagées, c'est toujours important de se demander les conséquences à la fois en termes d'effets sur le vivant, mais aussi d'effets sur notre capacité à produire de la nourriture. On sait qu'on va avoir un recours aux bioénergies, par exemple, ça fait partie des solutions, mais déployer à outrance, ça peut aussi vouloir dire un recours massif aux pesticides, ça veut aussi dire une mise en concurrence de la production d'énergie par rapport à la production d'alimentation, ou on envisage par exemple, certains peuvent envisager par exemple de mettre des forêts là où il y avait jusqu'à présent des savanes, donc ça veut dire qu'on perd ces écosystèmes avec les services et la biodiversité qu'ils hébergent. Donc il faut toujours se poser la question des effets croisés des solutions qu'on déploie, là où on les déploie, pour la génération qui est là, pour les générations après, quand on a des pollutions potentiellement chimiques qui sont ajoutées. Cette dimension croisée du développement de la biodiversité et de la résolution du problème climatique sont vraiment des choses qu'il faut regarder systématiquement ensemble. Merci beaucoup. Alors justement, je vois que l'heure tourne et j'aimerais en fait vous poser la question. Peut-être, pardon, vous aviez un... Non, c'est moi qui ai parlé. Elle disait qu'elle était trop bavarde, j'ai dit non. Ah non, du tout. Non, du tout, c'est passionnant et justement l'heure tourne, mais j'aimerais aussi pouvoir vous donner la parole à vous dans la salle avec cette question ouverte. Donc là, pas d'ardoise. En l'occurrence, quels engagements ou actions pensez-vous porter vous-même? Alors, je précise, ça peut être à l'échelle individuelle, comme peut-être à l'échelle collective, comme on a vu que voilà, les solutions émanent en fait d'échelles bien plus grandes que notre échelle individuelle, mais nous ne sommes pas impuissants, en tout cas, je ne l'espère pas face à tout cela. Si vous souhaitez prendre la parole et partager, alors brièvement, je sais que c'est un exercice un petit peu compliqué, mais vos réflexions, ou alors si vous souhaitez peut-être poser une question à la salle, à nos intervenantes, pardon, à notre panel d'intervenantes. Monsieur. Oui, moi j'ai une question qui concerne les cartes que nous a montrées Sophie Sauzin. Comment interpréter les vastes plages blanches sur des territoires énormes? Apparemment, même les déserts du Sahara ont l'air très peu impactés par l'augmentation de température.
et tout l'ouest du continent américain. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors ici, ce n'est pas des cartes de température, c'est des nombres de Oui. jours où on a des conditions de température et d'humidité qui amènent à un index qui est mortel, puisque les températures élevées, quand c'est des conditions d'humidité relativement faibles, ça n'est pas la même chose pour notre organisme que quand il y a un très fort taux d'humidité. On ne peut pas suer en fait, et donc notre organisme ne peut pas réguler la température. Donc c'est pour ça que c'est un critère très spécifique qui amène à ces conditions, c'est-à-dire des températures moins élevées dans ces contextes d'humidité vont entraîner un risque d'hyperthermie qui est très important. Donc c'est ça que vous voyez ici, c'est la raison pour laquelle, par exemple, aux hautes latitudes, même si vous pouvez avoir un certain nombre de jours où on va avoir des températures qui vont être très élevées, ça n'est pas immédiatement mortel comme quand on a un très fort taux d'humidité. Voilà. Et tout l'ouest du continent américain a des taux d'humidité très, très faibles, alors c'est comme ça qu'il faut lire la carte. Très faibles, mais qui ne se retrouvent pas combinés avec ces hautes températures. C'est les vents. Après, ça ne signifie pas qu'on ne se retrouve pas dans des conditions qui peuvent être, encore une fois, avec des canicules, avec des effets de mortalité. Donc là, c'est vraiment sur le calcul d'un index en particulier qui combine les deux. Et sinon, j'ai une deuxième question. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder sur la carte, c'est les parties qui sont violettes foncées, rouge-violette foncé. En français, ça veut dire que c'est des zones où il va faire à la fois tellement chaud et humide que ça devient inadapté pour l'espèce humaine. Par exemple, si on est un poisson, on ne peut pas vivre en dehors de l'eau, parce qu'on ne peut pas respirer. Un humain, ça ne peut pas vivre s'il fait et chaud et humide, parce qu'on ne peut pas transpirer. Il peut faire très très chaud, on peut vivre, comme ça a été dit, certaines populations ont été habituées à vivre avec 40, 45 degrés, même régulièrement. L'organisme peut s'acclimater, mais si on ne peut pas transpirer, là, on ne peut plus du tout vivre. Et donc, ce que ça veut dire, cette carte, c'est qu'il y a des zones du globe, on parlait de migration climatique, qui vont devenir inhabitables. Même climatisées, en fait, dès que vous sortirez dehors, vous ne pourrez plus vivre, tout simplement. C'est comme si on vous plongeait dans l'eau, en fait. Vous ne pouvez plus transpirer, donc vous êtes cuit, en fait. D'une certaine manière, la température intérieure monte. L'espèce humaine, ça a des caractéristiques particulières, et cette caractéristique-là, c'est que nous, on supporte une grande variation de température, si et seulement si on peut se protéger du froid, et si et seulement si on peut transpirer quand il fait chaud. Si on ne peut pas transpirer parce qu'il y a trop d'humidité et que ça ne marche pas, et là on meurt. Voilà, on réchauffe. Sachant qu'on a des conditions comme ça qui se sont produites ces dernières années, notamment en Asie, il y a eu des très très grosses vagues de chaleur avec des taux d'humidité très forts. Et là, c'est des mortalités de population qui sont importantes. Et sinon, une deuxième question, est-ce que la fonte des glaciers qui aura lieu inéluctablement, est-ce que pourrait impacter la salinité des océans et par un effet mécanique diminuer la salinité et produire un problème pour les populations qui vivent de la pêche? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Il y a effectivement ces fontes, notamment de la calotte groenlandaise, amènent de l'eau douce et peuvent amener des modifications de la circulation thermohaline. Ça, c'est un premier point. Donc, circulation qui va aussi amener des variations dans la capacité de l'océan à emmagasiner de la chaleur. Après, sur ce qui est, par exemple, il y a des effets exacerbés du changement climatique dans les régions montagneuses du fait des modifications de l'accès à l'eau. Et là, ça, c'est une cause importante aussi de migration pour ces populations qui se retrouvent éventuellement privées avec des changements importants de l'accès à l'eau. Après, sur ce qui est de la pêche, qui est déjà aujourd'hui très impactée par le changement climatique, c'est beaucoup par le réchauffement de l'océan lui-même et les vagues de chaleur qu'il peut y avoir par exemple en Méditerranée dans l'eau elle-même, et l'acidification de l'océan, puisque l'océan récupère une partie du CO2 excédentaire et s'acidifie sous cet effet. Et ça met aussi
beaucoup de pression sur les organismes marins. Donc ça va être ce qui met de la pression pour les organismes marins, ça va être l'augmentation de température, l'acidification. Un dernier point qui est aussi la perte d'oxygène dans l'océan. Il est plus chaud, il peut contenir moins d'oxygène et là aussi ça pose des problèmes pour le vivant, plus que la modification de la salinité, même si j'imagine que peut-être dans certains endroits ça peut poser des questions spécifiques. Je ne suis pas spécialiste du monde marin, mais aujourd'hui, ce qui met de la pression sur la pêche, et en particulier dans les régions tropicales, il y a déjà beaucoup d'effets du réchauffement climatique sur la pêche dans les régions tropicales, sachant que pour des régions entières, la pêche est la principale source de protéines pour des populations dont le seul apport en protéines vient de la pêche. Donc c'est un vrai problème que les pertes de rendement pour ces pêcheries, pour ces petites pêcheries en région tropicale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants? Devant monsieur. Oui, bonjour. On se rend bien compte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens impactés à partir de 3 degrés, là, et donc ils vont devoir migrer. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur l'identification d'endroits pour tous ces gens qui vont devoir bouger? Oui, Cécile. C'est ce que j'ai essayé de dire en disant que ce qui est très compliqué, c'est comme il n'y a pas de statut, comme ça n'est pas documenté, comme ça n'est pas vraiment préparé. Non, il n'y a pas, à ma connaissance, à part pour des cas particuliers, parce que d'abord, les 7 pays les plus concernés, ce sont des petits États insulaires. Donc en nombre, ce n'est pas le plus important. Mais ça pose déjà plein de problèmes juridiques. Qu'est-ce qui se passe quand le pays dont vous êtes originaire, votre nationalité, disparaît? Est-ce que vous pouvez recréer des pays? Parce qu'on peut recréer des endroits où les gens habitent, mais est-ce qu'on va recréer des pays, c'est-à-dire prendre des parties d'un pays et décider que c'est un autre pays? Enfin, il y a des problèmes juridiques internationaux très compliqués. Et honnêtement, pour l'instant, on est très loin d'avoir travaillé sur ce sujet. Mais on doit faire face à un discours et un backlash en ce moment sur ces questions qui est assez puissant. Et je pense, en fait, plus la difficulté s'approche, mais l'espèce humaine ne vit pas quand il fait très très chaud et très humide. Et je pense que l'espèce humaine a aussi une grande capacité au déni, y compris des catastrophes qu'elle provoque elle-même. Donc non, aujourd'hui, l'ONU travaille sur ces questions, essaye de documenter le nombre. Les scientifiques sortent des cartes qui décrivent les géographies les plus menacées. Mais par exemple, je pense qu'une partie de ce qui est en train de se passer en Inde, avec un virage très important, est probablement lié au fait que sur cette carte, la plaine de Pékin est concernée. Et que du coup, je pense que ça... Là, pour le coup, il y a quelque chose d'important. Mais on voit bien que les zones touchées sont tellement importantes si on est à 4 degrés. C'est pour ça qu'on a du mal à dire comment on fait quand on dit faut vivre avec plus 4 degrés. En fait, on sait qu'on ne sait pas, très honnêtement. Donc il faut tout faire pour éviter d'arriver à ce point-là, ce qui est encore possible. Peut-être rajouter que prévoir l'immigration, c'est compliqué. Généralement, c'est assez compliqué parce qu'il peut y avoir des événements, des guerres qui, tout d'un coup, voilà, il y a eu la guerre en Syrie, plusieurs millions de Syriens qui ont dû fuir soit à l'intérieur de leur pays, soit juste à proximité. On a parlé de la guerre en Ukraine. Là, malgré tout, on a quand même des cartes qui sont faites par les collègues climatologues qui sont capables de voir les espaces les plus impactés. Donc, il y a des pays, mais des petits pays qui s'en saisissent comme les petites îles sur la scène internationale. Après, c'est aussi une question de vulnérabilité. Ça a été dit pendant cette table ronde. Il y a des pays qui essayent de s'adapter à ces plus X degrés en proposant des solutions qui sont plus ou moins bonnes, mais à l'intérieur d'un pays qui peut peut-être se dire, voilà, on va faire des îlots de fraîcheur, on va faire tout un tas de choses, comme on connaît en France, il y a de la planification à plus 4 degrés, mais ça ne va pas résoudre le problème international dans lequel on va se trouver. Et il y a des pays extrêmement vulnérables. Tout à l'heure, vous avez cité le Bangladesh. On sait que le Bangladesh, avec la montée des eaux, la salinisation des espaces, ça va être
quelque chose d'assez très très impactant, très très fort, et il faut y réfléchir. Il faut, plutôt que de se voiler la face, mais dans les grandes conventions internationales aujourd'hui, les discussions, ça n'avance pas assez vite, ça n'avance, voilà, on voit là toutes ces grandes conventions, il y a des choses qui se font, mais je sais pas, moi je suis un peu désespérée par la convention sur le traité plastique, là, voilà, c'est comme si le problème n'existait pas. Donc se voiler la face, et pourtant on voit bien que l'espèce humaine a quand même colonisé l'ensemble de la planète grâce à, voilà, une organisation sociale, une adaptation, et cette intelligence collective, ça serait bien qu'on la mette en avant, et qu'on se saisisse des problèmes, parce que sinon c'est les films de science-fiction, hein, les plus riches qui nous promettent du techno-solutionnisme, ils s'en sortiront. Et puis voilà, des taux de mortalité ou des taux de déplacement qui seront faramineux. Oui, je vais prendre les deux dernières questions à la fois, et puis ensuite laisser le mot de la fin à notre panel. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Et justement, moi, j'avais une question par rapport à la lenteur de l'appareil diplomatique international dont vous parliez, et justement, qui est mis en face de la nécessité de s'adapter rapidement, comme vous l'avez toutes les trois signifié ce soir. Et du coup, moi, j'avais une question un peu sur peut-être l'imagination qu'on peut avoir face à tout ça. Comment peut-on imaginer faire, et quelles solutions on pourrait justement se donner à penser dans le contexte mondial actuel. Merci beaucoup. Et il y avait une autre question derrière, je crois. Alors, oui, il y avait deux autres questions. Donc, je vois le monsieur avec le pull rouge et le monsieur avec le sweatshirt noir. Donc, première question sur que peut-on faire en tant que citoyen face à la lenteur, je reprends vos termes, du système. Oui, c'est ça. Et moi, je rajouterais juste la question sur qui bloque ces conventions sur l'immigration, parce que pour l'industrie, pour le plastique, on sait que c'est l'industrie pétrolière, mais sur l'immigration, qui est-ce ? Vous faites très bien. C'était ma deuxième question poil à gratter que j'ai pas eu le temps de poser. Donc. Et monsieur avec le pull rouge. Et moi, je sais pas si c'est une question ou un constat, ou ça va être quelque chose de très ouvert et un peu pessimiste, j'en suis désolé, peut-être. Vu, on va dire, la conjoncture et les dynamiques géopolitiques actuelles, comment pérenniser un petit peu ces dynamiques-là, ce travail de science, et en fait, je ne sais pas comment aller rester dans le positif, parce que quand on voit, vous avez peut-être en tête ce que je veux dire, Trump et d'autres manias qui arrivent, je ne crois pas que ce soit des directions qui vont forcément être plébiscitées. Moi, je peux essayer de répondre un peu. Je suis écologiste depuis 25 ans et je ne suis pas déprimée. Et encore moins depuis la pandémie, bizarrement, parce que effectivement, les solutions qu'il faut mettre en œuvre sont des solutions assez radicales, et plus le temps passe, plus il faudrait aller vite. Mais la pandémie nous a montré qu'à l'échelle mondiale, on a été capable de prendre un virage sur l'aile avec une rapidité incroyable. Si avant, on avait dit qu'on allait mettre des 15 millions de personnes en télétravail en 24 heures, parce que c'est ça qui s'est passé, qu'on allait clouer les avions au sol, personne n'y aurait cru, ni n'aurait cru que ça fonctionne. Donc ça montre bien qu'il y a une capacité, alors sous la pression là, mais quand même, parce que plus exactement, personne ne voyait la menace pour soi-même immédiatement, mais on a cru la parole publique, parce qu'il y a eu une surmobilisation de la parole publique. Donc je pense que si ça arrivait sur ce sujet-là, on pourrait réussir à faire bouger les choses, et que c'est encore un scénario qui est évitable. Ça, on n'en est pas encore là. Donc, est-ce qu'on peut agir ? Oui. Alors ensuite, il y a une question de se dire que ça n'est pas uniquement la somme de choix individuels. Le Carbone 4 a documenté, si nous étions tous exemplaires sur nos consommations, nos modes de transport, on atteindrait 25% des objectifs de l'accord de Paris en France. 75% dépendent de politiques publiques. Donc il y a réellement la nécessité d'une prise de compétences et de capacités collectives. Au niveau international, qui est-ce qui freine ? En fait, un peu tout le monde. Les pays qui sont susceptibles d'être des lieux d'émigration et d'être confrontés à ça, ils n'ont pas envie de paniquer leur population ou de commencer à anticiper ça.
toucher à la question des migrations alors que ça fait partie de l'histoire de l'espèce humaine, c'est de la nitroglycérine politique. Donc personne, en fait, n'avance sur ce sujet. Pour dire les choses, il n'y a pas de pays qui sont un peu allants dans le débat, à part les petites îles par contrainte. Mais pour dire les choses, elles sont surtout en train de... Elles veulent qu'on reconnaisse ce statut-là pour pouvoir en bénéficier très rapidement. Il n'y a pas du tout de planification à l'échelle plus globale. Et de la part de ceux qui sont aussi très engagés pour le climat, il y a cette idée que si on essaye de se dire comment on travaille sur un monde à plus 3 degrés, ça veut dire qu'en gros, on baisse les bras. Donc la question pour moi, pour le coup, c'est de savoir, et pour Oxfam, c'est de se dire, nous, on a sorti un rapport cet été sur l'adaptation au changement climatique en France, il faut qu'on tienne les deux bouts de l'histoire. Parce que maintenant, de toute façon, il va y avoir quand même des conséquences. Mais en voyant quelles sont les conséquences à 1,5 degré, 2 degrés, on voit bien qu'il faut absolument essayer de limiter à la moindre augmentation de dixième de degré, parce que chaque dixième, je parle sous votre contrôle, mais chaque dixième de degré compte. Donc est-ce qu'il va y avoir une conjonction d'événements exceptionnels qui va provoquer la prise de conscience et la réaction? Pour tout dire, dans les moments où j'étais quand même un peu dépitée, je me disais, bon, à un moment, de toute façon, les catastrophes liées au changement climatique vont apparaître, et là, même ceux qui n'étaient pas convaincus vont devoir bouger. Pour dire les choses, depuis que j'ai lu que certains Américains, avec une forte voix et inspirateurs de Trump, expliquent que l'augmentation des cyclones, c'est lié à la légalisation de l'avortement aux États-Unis et que c'est une vengeance divine, là, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais le pire n'est jamais certain. Et dans l'histoire de l'humanité, le pire n'est jamais certain. Parce que sinon, on a plein de moments de passer à côté des choses. Mais si je peux vous raconter une vieille blague deep écologiste, c'est des planètes qui parlent entre elles, et il y en a une à qui on demande ça va, et elle dit ah non ça va pas du tout, et elle dit mais t'es qui toi? Elle dit bah je suis la Terre, mais là je sais pas, j'étouffe, je tousse tout le temps, je me gratte partout, c'est horrible, j'en ai ras le bol. Et il y a une autre planète qui dit ah oui ça, t'inquiète, c'est l'humanité, ça dure quelques milliers d'années puis ça s'arrête. Et ben c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que le sujet c'est pas un sujet de planète, c'est un sujet d'humanité. Et pour ça, l'espèce humaine s'est sans doute donné le défi le plus grand qu'elle a eu à relever depuis qu'elle existe, c'est-à-dire à préserver les conditions d'habitabilité, pas trop chaudes et trop humides en même temps, de sa propre planète. Mais peut-être qu'on avait besoin de ça, vu qu'on réussit à aller sur la Lune, vu qu'on réussit à produire des choses dont on n'a pas besoin, vu que peut-être qu'on avait besoin de se donner ce défi collectif. Voilà, j'essaye de voir le bright side de la pièce. Merci beaucoup Sophie Zopa, je vous voyais oui, non, juste deux points. Enfin, un des points qui ressort aussi du rapport du groupe 3 du GIEC, c'est que ce n'est pas que les États qui font la transition, il y a aussi beaucoup d'acteurs non étatiques qui font que ça avance, et en particulier aux États-Unis, ce n'est pas que l'État fédéral, il y a aussi des États qui sans doute ne vont pas s'aligner sur les mesures de Trump. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que ça n'aura pas de conséquences, mais il y a aussi une posture anti-environnementale très clivante aux États-Unis, même si des fois c'est dans certains États républicains qu'il y a le plus de déploiement d'énergie renouvelable. Donc il faut aussi, faut pas perdre tout espoir non plus, même si la situation est très loin d'être idyllique. Et peut-être rappeler aussi que chez nous, en France également, alors il y a la difficulté de la migration et des ententes inter-États, où là, c'est sûr que la question n'est même pas de savoir qui bloque, mais même qui est intéressé pour mettre le sujet sur la table. Mais même chez nous se posera aussi la question de ce qu'on fait sur les littoraux et de à quel moment on planifie aussi sur nos littoraux ou aussi dans nos territoires d'outre-mer correctement l'adaptation et le repli à certains endroits de zones dont on sait qu'elles vont devenir difficilement, ne pas nécessairement demeurer habitables. Un point juste sur les discussions internationales, la science fait partie des rares espaces où la discussion internationale demeure, même quand elle est très crispée du point de vue des négociations sur des accords internationaux. Moi, j'ai eu la chance inouïe de faire partie du dernier rapport du GIEC, et au moins c'est un espace où des gens de cultures et de nationalités très différentes arrivent à s'entendre, au moins sur cette nécessité
d'objectiver des choses et d'arriver à des conclusions qui soient basées sur ce que l'on partage entre scientifiques et cette méthode scientifique pour essayer d'arriver à des éléments objectifs. Et au moins dans ces enceintes, les pays sont là, même si les discussions restent tendues, mais il y a cet espace de discussion internationale au travers de ces rapports scientifiques, même si derrière, dans les COP qui sont vraiment la mise en application, c'est beaucoup plus compliqué et tendu, et ça reste tendu même pour accepter des points scientifiques, mais en tout cas c'est un espace de discussion internationale qui demeure. Merci beaucoup. Frédéric, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Peut-être le mot de la fin. Oh là. Sans vouloir mettre de pression. Oui, là, non, c'est une très très forte pression. Oui, alors, juste par rapport à ce qui a été dit, oui, c'est vraiment la question de l'habitabilité de la Terre. Alors, pour les humains, moi, je rajouterais évidemment pour les autres vivants, parce que, voilà, on partage la Terre avec les autres vivants. Et puis, cette question de l'humanité des humains, bon, il ne faut pas oublier que c'est quand même un modèle économique d'accumulation et de profit. Hein. Ce n'est pas toutes les formes culturelles ou toutes les formes d'organisation sociale qui nous mènent aujourd'hui là où nous en sommes. Et donc, c'est aussi se dire que... Alors, c'est pas un message politique, hein, c'est vraiment qu'il y a d'autres manières. Je suis anthropologue, donc je vois bien qu'il y a d'autres manières de vivre au monde, qui sont des manières très différentes de celles que l'on connaît dans nos pays occidentaux, et repenser certainement ces manières de vivre qui ne sont pas des manières tristes ou punitives, ou voilà tout le vocabulaire, mais que c'est aussi du bien-être, que c'est aussi d'autres formes de bonheur. Donc c'est repenser nos modèles économiques, ce qui est quand même effectivement assez compliqué aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les États, il y a aussi les grandes entreprises, les grands financiers, hein, qu'il faut convaincre. Et alors, ce qu'on essaye de faire aussi, on participe au COP, on produit de la connaissance, mais c'est aussi partager cette connaissance avec un certain nombre d'autres acteurs, les acteurs étatiques évidemment, mais aussi les acteurs économiques qu'il faut essayer de convaincre. Donc, je ne suis pas forcément totalement optimiste, mais combative encore. Voilà. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les trois.